qui crée de l'opportunité aux Guinéens sur le plan économique, eh bien, je n'aurais pas peur de ça. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est le combat pour le bien-être des Guinéens. Et donc, s'il y a des actes qui sont en train d'être posés, allant dans le sens de créer ce bien-être des Guinéens, ce n'est pas parce que ce n'est pas nous qui sommes en train de le faire que les Guinéens ne doivent pas bénéficier, si vous voulez, du bien-être que créent tous les projets qui sont en train d'être mis en œuvre. Pour l'instant, je l'ai dit déjà dans ce débat, que je souhaite que je ne me trompe pas. Le président Doumbouya, à chaque fois qu'il est intervenu, est revenu là-dessus. Ce qui nous a amené à des crises par le passé, c'est lorsqu'il y avait un flou par rapport à la position que les détenteurs du pouvoir défendent ou prendraient par rapport au moment des élections. Aujourd'hui, cela est très clair. Mais alors, si aujourd'hui le CNRD a les moyens de construire des routes, a les moyens de réveiller, par exemple, Sotelgui, a les moyens, n'est-ce pas, de continuer à construire les infrastructures énergétiques, a les moyens de créer une vraie révolution, n'est-ce pas, dans le domaine de l'éducation, de la formation, eh bien, je n'aurai pas peur. Parce qu'après tout, l'objectif qu'on vise, c'est cela. L'objectif qu'on vise, c'est cela. Je le disais à Ibra, je le disais, et ça c'est à l'intention de Ibra. Je suis d'accord avec Ibra quand il dit le problème guinéen n'est pas que politique. Oui, il n'est pas que politique, il est aussi économique, il est social. Et c'est en cela que les politiques que nous sommes, nous devons faire une meilleure lecture, n'est-ce pas, de ce qui préoccupe les Guinéens, pour que notre discours soit en phase avec, n'est-ce pas, les visées de cette population. Les populations guinéennes, ils ont besoin de routes aujourd'hui, ça manque. Ça manque. Je viens de visiter plus de 300 ans communes urbaines et rurales du pays. J'ai sillonné beaucoup de districts, de grands districts. Je connais en matière d'infrastructure le manque à gagner aujourd'hui. Or, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas aujourd'hui valoriser la production de ces populations dans les confins de Koulémalé, dans les confins de Mali, dans les confins de Beila, de Yomo, etc., etc., tant aussi longtemps que ces gens-là n'aient pas les moyens de drainer leur production vers les centres de consommation. Ceci est extrêmement important. Docteur, pour ne pas vous couper, je ne pense pas que vous répondez réellement à la question. Oui. Est-ce que vous avez créé un parti, c'est pour accéder au pouvoir? Vous avez Bien un sûr. projet. Dans 2 ans, normalement, on doit organiser des élections. La question que je me pose, dans 2 ans, est-ce que le CNRD aujourd'hui est en mesure de résoudre les problèmes économiques des Guinéens? Est-ce que vous n'avez pas peur que dans 2 ans, vous vous retrouvez dans une situation où la population demande à ce que le CNRD reste au pouvoir, notamment le colonel Doumbouya? Parce que vous êtes en politique, c'est au pouvoir. C'est ça réellement ma question. Je sais que c'est pas en d'autres termes, Dr Faya, pour prolonger la question de mon frère Barry, de M. Barry, est-ce que quelque part, le bloc libéral ou Dr Faya lorgnerait sur le fait d'être un éventuel dauphin du CNRD? Non, pas du tout. Écoutez, je ne crois pas que le CNRD est un dauphin. Dr Faya, si le CNRD, après avoir abattu toute cette tâche, vous léguait la balle et vous choisissez comme le seul parti crédible, susceptible de continuer les œuvres du CNRD, vous direz oui ou non? C'est la question que beaucoup se posent. Écoutez, la question ne doit pas se poser, Ibra.
Si nous voulons construire la démocratie, mais elle est de taille. Elle est de taille. La question est de taille. Elle est de taille. Oui, je sais. Cette question m'a été tellement posée. Tout le trajet que j'ai fait à l'intérieur du pays, les gens vous disent ah non, il semble que. Je n'ai pas encore évoqué une telle discussion avec qui que ce soit. Je me prépare et le BL se prépare, la CPR se prépare à conquérir le pouvoir. Vous entendrez dans les semaines qui vont suivre les alliances que nous allons nouer et qui vont créer réellement une valeur ajoutée. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, ce que nous allons faire rapidement, moi, donner 2 petites minutes de pause au Dr Faya Minoua afin qu'il puisse souffler pour boire un petit verre d'eau. Et puis, nous revenons, continuons donc le 3e segment, voilà, 3e segment, avec Léo Bangoura. Alors, merci beaucoup, Dr Faya. Au moins 2 petites minutes. Et c'est d'ailleurs de la Guinée un champ de bataille politicienne que nous sommes en train de stagner. Sinon, la nature nous a dotés de suffisamment de ressources. Nous avons un potentiel suffisamment grand pour compter parmi les pays locomotives de cette Afrique de l'Ouest, voire même de l'Afrique. Mais nous traînons. Tous les indices, ça nous classe dans les derniers 15 pays au monde, là où on trouve les pays en guerre, etc., alors que nous avons tout pour être un pays éminemment riche. Donc, c'est en cela que les populations ne semblent plus être très en phase avec les politiques, parce qu'on n'a pas aujourd'hui les discours politiques qu'on est en train de produire, c'est des discours qui sont répétitifs. Soit on met l'accent sur le caractère ethnique, on met l'accent sur les droits de l'homme, etc., etc. Tout ça, c'est important. Mais quand ça devient redondant, quand on n'ajoute pas à cela ce que les Guinéens ont besoin à la base pour avoir l'eau potable, si on n'ajoute pas à cela ce que les Guinéens ont besoin à la base pour avoir l'électricité, pour que on vit aujourd'hui la révolution du savoir, pour que les Guinéens qui sont dans les villages les plus reculés, eux aussi, aient le droit, n'est-ce pas, de bénéficier de cette révolution, eh bien, on passe à côté. Si pendant les 2 ans, je sais que le CNRD ne viendra pas toucher à tous les problèmes et les résoudre en 2 ans, donc il y aura beaucoup à faire. Mais tout ce que le CNRD peut faire aujourd'hui et demain pour que les Guinéens vivent mieux, en harmonie les uns avec les autres, je les encourage à le faire. Voilà, merci Dr Faya Milmono. Alors, nos enfants du panel, on va permettre au Dr Faya Milmono de présenter un peu de façon très laconique un peu la vision du Bloc libéral. On aura la possibilité d'avoir le Dr Faya Milmono les jours à venir pour parler un peu donc de son programme. Et nous allons prendre 3 ou 4 petites questions des auditeurs avant de venir du côté de nos frères du panel pour la boucle de l'émission. Alors, docteur, de façon générale, au niveau donc de la vision du Bloc libéral, vous allez nous parler un peu de la politique économique, puisqu'on a beaucoup parlé de économie tout à l'heure, et de social, on peut dire proposer, que le Bloc libéral proposera, et comment cette politique visera à améliorer les conditions donc, des Guinéens. En d'autres termes, docteur Faya Milmono, pour poursuivre avec cette question, nous allons revenir un peu avec la réforme des institutions, qui est devenu un problème crucial au niveau de la Guinée. Il est souvent question donc de savoir comment réformer les institutions pour garantir leur intégrité et leur transparence. Et comment garantir que les institutions soient capables de gérer des élections libres et transparentes. Est-ce qu'avec le docteur Faya Milmono, tout ça sera possible? Nous avons une vision, nous sommes libéraux comme sociolibéraux, comme vous le savez, depuis que nous sommes créés comme parti politique, nous nous battons pour que l'ampleur, la place que prend, n'est-ce pas, l'administration publique, que ça diminue, parce qu'on veut faire de la place à l'initiative, parce que ce n'est pas l'administration publique qui crée la richesse. L'administration publique, l'État, fait en sorte que les conditions soient créées pour que les hommes libres
puisse initier des choses, créer de la richesse, créer de l'emploi. Ça, c'est notre credo. Comment on peut le faire aujourd'hui? L'économie dans laquelle nous vivons, Jacques, ce n'est pas l'économie des matières premières qui caractérise aujourd'hui, n'est-ce pas, l'économie guinéenne. Elle repose, quand vous voyez l'exportation, les exportations que la Guinée fait aujourd'hui, mais c'est des matières premières, c'est la bauxite, c'est la terre que nous prenons pour envoyer ailleurs. Même la banane, on n'arrive pas à la transformer en Guinée. Même les oranges, si on n'envoie pas choses à l'état naturel, eh bien, le reste, ça pourrit. Il faut que nous comprenions que nous vivons aujourd'hui l'économie de la connaissance. Et cela doit nous amener à changer notre regard sur l'école. L'école est aujourd'hui le parent pauvre, c'est clair. Nous en connaissons, nous avons touché du doigt, nous savons aujourd'hui l'ampleur du problème à l'intérieur du pays. Il faut changer les choses, non seulement au niveau du financement de l'éducation dans notre pays. Il faut plus d'infrastructures, n'est-ce pas? Il faut plus d'équipements. Nous sommes le pays qui a rarement des établissements avec même une petite bibliothèque. Ne parlons pas de laboratoire, de ceci ou cela. Comment vous pouvez, en ce 21e siècle, continuer à enseigner comme dans les années 1800? C'est-à-dire l'enseignant est encore celui qui transvase ce qu'il a dans sa tête, dans la tête des enfants. Il faut que ça change. Et cela va changer quand on va changer le financement de l'éducation, quand on va changer, n'est-ce pas, quand on va changer les programmes que nous enseignons à nos enfants, quand on va améliorer, n'est-ce pas, le traitement des enseignants, parce que aujourd'hui encore, nous avons un corps enseignant le plus mal payé dans la sous-région. Parce que ceux qui constituent aujourd'hui la majorité des enseignants dans les classes dans la Guinée profonde, c'est des gens qui n'ont comme salaire que 500 000 francs guinéens. Si vous enlevez le salaire, le prix d'un sac de riz qui est de 350, je ne sais pas par quelle mathématique vous pouvez répartir le reste, les 150, pour donner un logement à la personne, traiter son enfant quand il est malade, hein, traiter madame quand il est malade, ou le mari quand il est malade, etc., etc., etc. Donc, le financement de l'éducation, ça doit changer, les programmes doivent changer, et ça doit s'adapter à la réalité guinéenne pour que ce que nous produisons puisse servir l'économie de notre pays. Ceci est extrêmement important. Ça va aussi vers la question de la santé dans notre pays. Nous avons fait une mode en Guinée que d'aller se traiter en Tunisie ou en France ou ailleurs, tous ceux qui actuellement font des réclamations à Conakry, c'est pour avoir la possibilité d'aller se traiter ailleurs. Je crois qu'en tant qu'élite de ce pays, on doit commencer à avoir honte. Que Alpha même demande, après avoir dirigé un pays pendant 11 ans, qu'il parte à l'extérieur pour avoir la santé, c'est contradictoire. Donc, il faut un véritable changement de regard. Il faut reconnaître quand même que pendant les 11 ans du professeur Alpha Condé, à cause des épidémies qui s'étaient donné rendez-vous en Afrique de l'Ouest, des financements extérieurs, il y a au niveau infrastructurel des changements qui sont notoires. Mais c'est quand on y rentre, parce qu'aujourd'hui, même dans les sous-préfectures, vous avez les centres de santé avec le solaire qui donne le courant 24 heures sur 24. Dans beaucoup de sous-préfectures où j'ai eu l'occasion d'aller, j'ai préféré loger dans les centres de santé, surtout parce que j'avais besoin de charger mes téléphones. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau du personnel. C'est au niveau, n'est-ce pas, c'est au niveau des produits dont les populations ont besoin. Au niveau de la recherche médicale, ça manque encore dans notre pays. Nous avons besoin de mettre l'accent sur ça. Maintenant, par rapport à la question, minière dans notre pays, je crois que le BL mettra
en place une politique complètement différente de celle que nous connaissons. Parce que ce qui va nous préoccuper, en plus de ce que je viens de dire, c'est de créer une certaine confiance en la gouvernance en Guinée. Parce que si les Guinéens finissent par avoir confiance en ce qui est en train d'être fait par les dirigeants, vous le savez, vous vivez dans un grand pays, les États-Unis, tous ceux qui travaillent ici, tous ceux qui travaillent au Canada, en Allemagne, où se trouve Ibra, etc., etc., c'est pas seulement à travers la fiscalité que les gouvernements mobilisent des ressources pour financer, n'est-ce pas, des projets infrastructurels, des projets sociaux, etc., etc. C'est aussi en faisant en sorte que les Guinéens, un jour, aient la possibilité d'avoir eux aussi leur morceau de bauxite en investissant, n'est-ce pas, dans la bauxite en Guinée. C'est en faisant en sorte que les Guinéens eux-mêmes investissent dans la construction des routes. Même en Sierra Leone, à côté de nous, il y a aujourd'hui des routes à péage. En Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Au Mali, ça existe. Il y a clairement un choix que les Guinéens ont à faire entre prendre la route, faire 2 jours pour arriver en Zéro-Corée, changer les amortisseurs, changer le système de freinage, etc., etc., et prendre la route en quelques 7 à 8 heures, être en Zéro-Corée et s'arrêter au moins 10 fois pour payer quelque chose. Il faut que nous fassions rêver les Guinéens. Et cela est possible. Il suffit que les Guinéens aient confiance en ce que l'État est en train de faire, créer, n'est-ce pas, les conditions pour l'épanouissement de chacun pour que les Guinéens investissent véritablement dans la construction de notre pays. Alors, nous avons pour cela beaucoup de projets concrets qui sont en train d'être développés. C'est pour cette raison que nous sommes très attentifs à tout ce qui est en train de se faire actuellement. Parce qu'imaginez, Jacques, un pays comme la Guinée. Voyez ici aux États-Unis ce que un marché comme Amazon a comme poids. Ce que les entreprises de livraison ont comme poids. Mais en Guinée, c'est zéro. Pourquoi? Parce que personne ne connaît en Guinée qui est où. Sinon, il y a aussi du génie en Guinée. Les jeunes Guinéens ont créé aussi du marketing, etc., etc. Mais quel est le frein? Le frein, c'est lorsque vous avez à livrer une marchandise achetée par monsieur X à madame Y. Le nombre de fois que vous allez appeler pour savoir où se trouve madame Y, eh bien, lorsque vous allez le faire 2 fois ou 3 fois, vous allez vous décourager. C'est pour cette raison que si cela ne se fait pas pendant cette période transitoire, il faut donner une adresse à chaque Guinéen. Ça va améliorer beaucoup sur le plan de la fiscalité parce qu'aujourd'hui, l'État ne reçoit presque rien sur le plan de la taxe immobilière. Même à Conakry, ce n'est pas 10% qui paye cela. Ça doit changer. D'accord. Alors, docteur, ce que nous allons faire, nos frères du panel, je vais prendre au moins 4 petites questions de nos frères qui sont en ligne depuis pratiquement 2 heures qui veulent poser donc des questions. Et puis, je reviens vers vous pour boucler avec le docteur Faya Mino pour vos questions concernant donc la vision donc, du bloc libéral. Je vous promets que nous allons avoir docteur Faya Mino les jours, les mois, les années à venir pour présenter le programme du bloc libéral. Voilà. Et montrer en quoi le docteur Faya Mino peut être l'alternative que nous, tout le monde cherche. Le hic, quand on pose la question à beaucoup de personnes, il dit oui, docteur Faya Mino, il dit beaucoup de choses, mais il n'a jamais réellement géré. Il a été enseignant, mais il n'a jamais géré. Donc, entre le poste et la pratique, il y a un clivage. Voilà ce que beaucoup de personnes disent. Alors, docteur Faya Mino aura cette lourde responsabilité, voilà, de convaincre ses compatriotes des semaines et mois à venir. Alors, chers amis, ce que nous allons faire, vous allez avoir 1 petite minute. Si vous voulez faire un petit commentaire, vous faites un commentaire, mais une question rapide. Et nous allons prendre 5 questions, docteur. Vous pouvez les noter et puis répondre, et puis on avance. Voilà.
5 petites questions. On va faire biné, comme on le fait en Côte d'Ivoire. Biné, et puis on prend une autre personne, tombe sur Mohamed Denkin City, à côté de la frontière du Canada. Le Canadien, j'allais dire l'américano-canadien. Allez-y, Denkin City, 1 minute, une question bien. Merci beaucoup, Jacques Roger. Et nous saluons notre invité. Toujours, comme tu l'as dit, l'homme de la frontière. Je crois qu'il va toujours se rappeler de nous avec tous les débats. Et ça sera très difficile pour nous qui croyons à Fayamini Mono de nous convaincre qu'il n'est pas avec le CNRD. Et il y a un truc, IFRA, c'est l'homme de la frontière, IFRA a dit une chose avant l'émission. J'ai bien noté. Il dit qu'il y a un monsieur qui lui a dit qu'il y a un changement en Guinée parce qu'à cause des réalisations que Mamadi Doumbouya est en train de faire. Est-ce qu'il veut pas, il n'est pas en train de mettre encore les opposants de côté, la vieille classe politique en Guinée? Maintenant, tout le monde connaissait le combat de Fayamini Mono. Maintenant, est-ce que Fayamini Mono encore peut nous convaincre s'il n'est pas avec le FNDC? Est-ce que s'il n'est pas avec le CNRD, est-ce que pour lui, il est avec l'opposition et quelle est la manière qu'il faut faire pour qu'il y ait une alternance en Guinée avec Mamadi Condé, avec la division de l'opposition maintenant, sur quelle position que lui il est? Il est avec l'opposition, il veut une alternance ou bien il préfère toujours rester avec le CNRD parce que beaucoup de gens croient, le voient, un gouvernement après pour qu'il soit garanti, parce qu'on sait qu'il ne va jamais devenir président, ce n'est pas mon souhait, mais il veut toujours mettre la classe politique de côté, il lutte pour ça, pour que lui, il ait une voix pour être comme un Ousmane Gawal ou un autre. Donc, c'est ça que je voulais comme précision. Je l'admire beaucoup, il fait ça, mais on doit ici, le débat de Jacques Roger, on doit comprendre beaucoup de choses pour que ce n'est pas toutes les questions qui te plaisent qu'on va te poser. Une fois merci, le combat continue. Merci beaucoup, Mohamed Diallo. Hein. Rapidement, Mohamed Diallo. On va prendre Ousmane Sissoko. Rapidement, Ousmane. Bonsoir, Jacques Roger. Bonsoir, allez-y. 1 minute, allez-y. Je salue notre invité, Fayamini Mono. J'ai une question concernant le recensement général de la population. J'avais suivi Fayamini Mono dès le départ. Fayamini Mono est en train de dire que le recensement général de la population, si ça dure, ça ne va pas dépasser 3 semaines. Mais ce que le gouvernement a dit, c'est tout à fait contraire à ce que Fayamini Mono est en train de nous dire ici. Si Fayamini Mono ne le savent pas, le gouvernement a communiqué sur le recensement général de la population. Ils ont dit que ça va prendre 44 mois. C'est-à-dire au-delà même de 2025. Le recensement lié à l'état civil, ils ont dit que cela va prendre 12 mois. Fayamini Mono. Donc, mais ils ont même dit nous donner les chiffres. Mais je suis en train de faire une comparaison. La Côte d'Ivoire, par exemple, vient de faire le recensement général de la population. Les Ivoiriens, ils ont dépensé 35 millions de dollars. Mais chez nous, on parle 330,4 milliards de nos francs guinéens. Ça, c'est plus que 38,6 millions de dollars américains. Donc, quand vous regardez les deux pays, la Côte d'Ivoire, la population ivoirienne est 2 fois plus supérieure que la population guinéenne en matière de nombre de la population, mais en matière de la superficie. Mais comment que Fayamini Mono, les Ivoiriens peuvent dépenser 35 millions de dollars pour faire le recensement général de la population et nous allons aller au-delà de ça, jusqu'à 38 millions de dollars. D'accord. Merci. Donc voilà mes questions. Merci beaucoup. On va directement du côté de Baba Soumanguru. Soumanguru, allez-y rapidement. Oui, Georges, je n'ai pas assez de questions pour mon président. Bon, il faut être beaucoup visionnaire. J'ai choisi docteur au moment où Alpha était au pouvoir. Et je crois que M. Ibra a tout dit. Docteur Faya, ce n'est pas le fait de dire aujourd'hui, venez accompagner la transition
c'est pas pour Mamadi Doumbouya, mais c'est pour la Guinée. Dr Faye l'a fait pour la Guinée, mais c'est ce que les Guinéens ne comprennent pas. Et on est fatigué des vieillards, Sidia et le consort maintenant. On veut une Guinée nouvelle. Il faut dire à docteur que je vais l'appeler à la maison. Merci. Merci, Baba. Lancine Camara, rapidement, allez-y. Bonsoir, M. Jacques, bonsoir à tout le monde. Je n'ai pas de question pour Dr Faye, je lui remercie. Nous voulons tous les patriotes guinéens qui voient le bien-être de la Guinée, qui travaillent dans ce sens-là, donc on les remercie. D'accord. Problème politique, on a eu 11 ans d'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qu'on a eu? On n'a rien eu parce que chaque jour, il y avait pagaille à Conakry là-bas, les enfants des gens meurent, les gens perdent leur propriété au Conakry. On ne peut pas continuer avec ça. 64 ans d'indépendance avec toute la richesse que nous avons. Avant l'indépendance, on extrayait le diamant, le diamant bauxite et tout ça là, en Guinée. 64 ans après, on n'a rien. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a rien. Ça, c'est que les gestions dans un pays comme ça. C'est Dieu qui nous a tout donné. Donc, M. Zach, nous remercions Dr Faye, ils n'ont qu'à tout faire pour lutter, pour ne pas que la Guinée retombe encore dans la main des voleurs qui volent nos biens, aller investir ailleurs, tandis que nos parents souffrent à l'intérieur du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Hein. Il appartient. Hein. Bon, vous dites cela, mais pendant les élections, quand on met Alpha Sédou, vous allez voter tous Alpha Sédou et puis vous oubliez ce que vous aviez dit. Hein. C'est là où il y a le problème, cher ami. Hein. Rapidement, alors on va prendre qui? Je vais prendre Sylvain Suleiman. Alors, bonsoir. Bonsoir, Jacques. Oui, bonsoir à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Bonsoir, Dr Faye Minimono. Dr Faye, voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ma question à vous aujourd'hui, M. Faye, après avoir parcouru la Guinée, dans toutes les sous-préfectures de la Guinée, à quel bilan que vous pouvez nous faire aujourd'hui en tant que quelqu'un qui veut gouverner ce pays pour relever les défis? C'est-à-dire, quel bilan? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ok. Bilan, c'est-à-dire que dans quel côté aujourd'hui la Guinée a besoin de se focaliser là-dessus pour commencer le développement? D'accord. Merci. Voilà qui est beaucoup plus clair. Ça, c'est ma question. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, et puis on va permettre à Léo de faire un petit commentaire, puis le docteur Faye va résumer toutes ces questions. Alors, Mamadi, rapidement, Mamadi. Ok, merci Jacques, je salue tout le monde. Bon, bonsoir, Dr Faye. Je vous remercie pour votre sentiment pour notre pays. Bon, j'ai l'impression que les pyramides sont en train de se renverser selon votre détail, c'est-à-dire la Guinée, vous avez situé au moins 4 zones. Qu'aujourd'hui, le zone numéro 1, c'est Bela, 2, la Haute-Guinée, 3, Ascot, 4, le Fouta. Mais j'ai l'impression que dans le temps, c'était le Fouta qui était le zone numéro 1. Mais pourquoi ce renversement? Merci. M. Faye, pour votre courage. Les détails comptent ici. Tous les détails pour le Dr Faye, vous voyez, tous les détails. Hein. Tout ce qui est comme détail, ça compte pour nos amis. Hein. Alors, rapidement, avant que vous nous répondiez, Léo Bangoura, vous avez des observations à faire rapidement avant nos collaborateurs, Dr Faye? Oui, Jacques, merci encore une fois pour l'opportunité. Donc, Dr Faye, merci pour le temps d'antenne que vous avez bien voulu nous accorder. Moi, j'ai deux petites questions avant de faire mon commentaire, Jacques, si vous me permettez. J'aimerais deux petites questions.
Alors, si ça ne vous gêne pas, on va laisser le docteur peut-être répondre aux 4 petites questions et puis maintenant vous allez faire votre commentaire pour votre question. Comme ça, est-ce que ça vous voilà, aux auditeurs, voilà. Alors, voilà. Docteur, allez-y avec les 4 petites questions d'Inkisidi qui pense toujours que vous êtes directement avec le CNED, que ça va compter dans la balance. Sissoko qui parle du recensement général de la population, vous avez dit 3 semaines, il pense que ça ira au-delà de 40 et quelques mois selon le CNED. Baba Soumaro qui vous dit merci pour le travail. Lanciné qui vous remercie en tant que patriote. Sidibé Suleiman qui parle de... Bon, lui, j'ai oublié un peu pour lui. Mamadi Kamara qui parle des pyramides renversées. Allez, docteur Fayadi. Bien, d'abord, M. Diallo. M. Diallo est parti jusqu'à dire que je ne deviendrai jamais président. On avait dit ça de Alpha aussi. Et j'espère que Dieu n'a pas entendu ce que vous avez dit, parce que nous sommes partis pour conquérir le pouvoir à la fin de cette période transitoire. Mais pour répondre à votre question, en fait, nous n'avons pas peur que vous croyiez que nous sommes proches. On n'est pas dans une situation d'opposition mouvante où les gens trouvaient la présidence comme un lieu hanté. Il suffit que vous faites un commentaire proche de ceux qui sont au pouvoir, on vous juge de, c'est pas moi, on vous juge de mouvancier, etc., etc. Nous avons un défi commun à tous à relever, nous les Guinéens. Je ne considère pas que je sois de l'opposition aujourd'hui. Et je ne pense même pas que quelqu'un ait aujourd'hui à devenir l'opposition. Il y a eu des politiques qui étaient au pouvoir, qui ont renversé la marmite. Maintenant, les gens sont venus pour nous proposer, n'est-ce pas, la solution, comment on va relever notre marmite pour commencer à préparer notre pot. Chacun devrait y apporter du sien. C'est-à-dire que cette période transitoire ne va pas réussir pour Mamadi Doumbouya ou pour les grands partis, comme vous avez l'habitude de le dire. Cette période transitoire va réussir pour la Guinée et surtout pour le petit Guinéen lambda qui a toujours été négligé, dont les besoins n'ont jamais été pris en compte, qui entend en fait Bauxite, mais qui ne sait même pas ce que Bauxite fait en Guinée. Si ce n'est pas la poussière qu'il inhale et qui va le tuer, n'est-ce pas, à petit feu. Donc, nous n'avons pas peur pour cela. C'est-à-dire que nous avons dit qu'on allait s'impliquer pour que cette période transitoire réussisse. Si quelqu'un pense que nous ne méritons pas son soutien, parce que nous pensons que la Guinée ne devait plus retomber dans une 4e, une 5e ou une 6e période transitoire, eh bien, je crois qu'on peut vivre avec. Sissoko parle du recensement. Ce que j'ai dit, peut-être que M. Sissoko n'a pas bien compris, c'est que quand on parle du recensement, il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'actions qui sont faites dans le background, hein, et qui prennent du temps. La préparation du recensement est plus longue que le recensement lui-même. Le recensement lui-même, dans tous les pays du monde, les opérations elles-mêmes, lorsque les agents recenseurs vont dans les familles pour poser les questions, combien vous êtes, parce qu'il s'agit de compter la population, ça ne dure que 3 semaines ou 4 semaines au plus. Ce n'est pas différent de ce que le CNRD est en train de dire. Mais le temps de préparation de ça, ça prend du temps. Et il y a déjà beaucoup de choses qui ont commencé à être faites dans le cadre de ce recensement quand nous étions encore en 2022. Je remercie au passage M. Soumaoro pour revenir à Sissoko. Le budget, vous comparez le budget de recensement en Côte d'Ivoire au budget de recensement en Guinée. Personnellement, je n'ai pas encore été mis réellement au contact de ça pour l'analyser, mais ce que je sais, c'est que le recensement, ça a déjà commencé il y a un peu longtemps,
Il y a beaucoup d'actes qui sont déjà posés. Soumaoro, merci beaucoup. Et je crois qu'on va se voir ou on va se parler en profondeur avant que je ne bouge parce que je suis là pour seulement quelques petits jours maintenant. Je suis attendu au Canada, puis en Europe avant de regagner au pays. Merci aussi à M. Diabaté. Alors, au regard de ce que j'ai vu, Youssef, vous parlez de la question de Souleymane. J'ai fait le tour de la Guinée. J'ai visité les centres de santé, j'ai visité les postes de santé, j'ai circulé sur nos routes qui ne peuvent pas encore permettre la circulation même des 4x4. Qu'est-ce qu'il faille faire? Il y a beaucoup de priorités en Guinée, mais je crois que les infrastructures, elles sont importantes pour permettre à ces populations-là qui se battent. Il faut comprendre que la majorité des Guinéens vivent de quoi? Vivent d'agriculture. Non seulement il faut les aider à passer d'une agriculture extensive telle que nous l'avons pratiquée, telle que nos ancêtres l'ont pratiquée, vers l'agriculture intensive avec plus de rendement, mais moins de superficie, n'est-ce pas, cultivée. Et cela avec de bons intrants, je crois que ceci est possible aujourd'hui. Mais surtout, même si nos agriculteurs produisent beaucoup, il faut que nous ayons la possibilité que ces gens prennent cette production pour l'envoyer vers des centres où ça peut être transformé, où ça peut être consommé. M. Mamadi revient à ma réponse à la question précise que je crois M. Barry m'avait posée, de savoir si tu dois nous dire vers où, dans quelle partie de la Guinée tu as l'OBL est aujourd'hui très très bien implanté. J'ai fait cette classification, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une partie de la Guinée que nous pensons que nous ne pouvons pas conquérir. Nous sommes réalistes. Au début, lorsque lorsque Jacques Roger a commencé à animer cette émission, il a rappelé, n'est-ce pas, ce dont l'OBL a été à un moment donné victime dans certains endroits du pays. C'était du mensonge. Et nous sommes encore en train de travailler là-dessus pour établir la vérité. Parce que le mensonge, quelle que soit sa grandeur, il finit par céder la place à la vérité un jour. Donc, c'est ce qui a fait que lorsque je suis allé au Fouta, j'ai compris que il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été produits contre le bloc libéral, contre ma personne, par des gens que vous avez connus. Mais je peux vous assurer que nous relèverons le défi et le Fouta va compter parmi les partis de la Guinée qui soutiendront l'élection du bloc libéral à la magistrature suprême. Voilà, c'est, je crois, les quelques éléments de réponse que je peux donner aux questions qui ont été posées. Jacques. Voilà, merci beaucoup, docteur Faya Bidmono. Alors, Léo Bangoura, allez-y pour les questions que vous aviez posées tout à l'heure. Et puis, nous allons prendre les frais du panel. Allez-y, Léo. Merci encore une fois, Jacques, pour l'opportunité. Merci à Dr Faya. Alors, moi, j'ai deux petites questions à poser à docteur avant un petit commentaire. Et docteur, moi, j'ai confiance, je suis sûr que Mamadi Doumbouya va rendre le pouvoir au civil. Je suis convaincu. Partout où je passe, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. Mais il sera obligé, ce sera une obligation pour lui de le faire. Il est en train de faire du bon boulot. Aurait été moi à sa place, parce que ce qu'il a hérité, c'est Dieu donné, c'était un cadeau. C'est-à-dire les projets sont ficelés, financés, tout.
Alors, ce que Mamadi est en train de faire, c'est un cadeau. Il va le faire. Il est en train de faire un bon boulot. Il est en train de réaliser des projets déjà financés. Moi, mon inquiétude, docteur, est-ce que vous avez confirmé à ce ministère de la décentralisation géré par Mori Kondé d'organiser les élections présidentielles prochaines? Ça, c'est un. Deuxièmement, docteur, vous avez parlé dans votre résolution tout à l'heure, vous avez parlé de poids lourds, que vous étiez en train de vous préparer pour confronter ces poids lourds-là, et pour faire le cadeau, il faut les surprendre. Mais est-ce qu'à cette allure-là, on aura ces poids lourds-là dans la compétition prochaine? Parce que moi, je ne vois pas, je ne vois pas de poids lourds aux élections présidentielles prochaines à cette allure. Alors, est-ce que selon vous, vous aurez affaire à ces grands partis aujourd'hui qui ont des difficultés? Est-ce que Mamadi n'est pas dans cette politique d'élimination de ces grands partis-là? Voilà, merci beaucoup. Alors, il y avait Madame Doussou Kondé, est-ce que vous êtes en ligne là? Allô? Vous voulez dire bonsoir, docteur Faye, avant qu'il réponde à la question. Madame Doussou? Allez, Madame Doussou, allez-y, votre petit bonsoir avant que le docteur ne réponde à la question de Bangoura. Comment ça va? On est arrivé. Comment ça va? Comment ça va? La grande dame. Ça va? Ça va bien? C'est mon patron qui m'a fait un message ce soir que tu es dans les murs. Ah oui? Oui, Jacques Roger. Je dis, écoute, je vais venir lui dire bonsoir. En fait, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je t'ai écouté. Je n'ai pas de questions à poser pour la simple raison que quand j'écoute les politiciens guinéens, on a l'impression que c'est des nouvelles personnes qui ont pris la tête du pays. Monsieur Faya, on ne peut pas passer son temps à critiquer, mais je veux tout simplement dire que ces gens-là étaient la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé, sa milice spéciale. Et quand moi j'observe, Mamadi, le colonel Mamadi, je le respecte, mais moi j'ai l'impression que c'est Alpha Condé. Les façons de faire, comment ça, et puis l'implication de certains, cette façon de s'accrocher au système pour vivre, il n'arrive pas à déraciner ça. Toi-même, tu le sais aujourd'hui que la majorité des crieurs publics du pouvoir d'Alpha Condé ont transféré chez lui aujourd'hui. Ou bien, je me trompe? Allez-y rapidement, oui, allez-y. Voilà, donc, oui. Parce que je ne suis pas indien. Ça, c'est mes remarques. Tous les crieurs publics ont transféré sur eux. Et hier, il semblerait, mon petit frère m'a appelé de Cancan qui sont en train de faire un sac. Ça en fait un peu le même rythme. Donc, moi, je pense qu'il est temps qu'on renouvelle les comportements, qu'on renouvelle les systèmes et qu'il y a plein de choses à mon niveau qui aujourd'hui prouvent que quel que soit le temps, ça prendra fin un jour. Mais pour clôturer, je pense que ceux qui croient qu'après, quand je vois que c'est l'ambassadeur de l'Amérique qui nous donne le calendrier de notre transition, c'est un fait, pour la France, tant mieux. Mais moi, je ne crois pas qu'après même 2025, que le CNRD prenne fin. Je ne crois pas, je suis pessimiste là-dessus. C'est ma petite remarque, mais je veux que tu saches, personnellement, moi, je ne vais plus écouter un politicien. J'ai écouté Alpha Condé pendant 30 ans. Donc, discours de politicien, ça ne m'intéresse plus. Quand lui, il a failli, malgré nos morts, malgré nos misères, malgré nos emprisonnements,
malgré que nous avions déserté, il est venu, il a détruit le RPG en ramassant des gens par-ci, par-là et en ignorant les grands combattants à tous les niveaux, de Conakry en passant par l'UNCEU, qui sont restés derrière lui pendant 24 ans. Donc, je n'ai plus de hope. Mais moi, je veux que toi, tu pensez tous, c'est vous qui parlez aujourd'hui au nom de, comme politicien en Guinée, que ce n'est pas des gens ordinaires qui ont pris le pouvoir, c'est des gens du système façonnés et machinés par le système Alpha Condé qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Voilà. Merci, madame. C'était ça. C'est juste une remarque. Merci, madame. D'accord. Parce que le colonel Ambara, moi je le connais, c'était le petit de Diani, porte ça. Tu ne peux pas arrêter ceux qui sont en prison aujourd'hui, laisser un seul Baldé, laisser un KPC, laisser un Naïté, laisser. Il y a trop de machin dans cette affaire. Voilà. Alors, docteur Faya. Bonne arrivée. Merci. Toujours égale à elle-même. Oui, c'est sans commentaire. Mais c'est mon opinion. Comme c'est toi, c'est pourquoi je demande à mon roi, là, ça fait plus de... Il y a 3 ans que je le sais, mais je n'ai jamais demandé la parole. Quand il m'a envoyé le message, je dis, ben, il déserve respect from me. C'est tout. Sinon, je ne parle pas. Merci, la félicitations pour tout ce que tu fais, mais je suis pessimiste, très pessimiste. Ils vont partir parce que... Non, mais quand j'écoute les discours, c'était comme au temps du général Conté, au temps de Monsieur le Président, il n'est pas élu, le chef de l'armée, il est rentré dans l'armée en 2011, le responsable, je ne sais quoi, le chef de l'État, celui qui fait et défait. Mais c'est la même chose, non? Merci, madame Condé. Merci. Alors, docteur, vous avez pas fait... Merci beaucoup. Voilà, merci. La question de Léo, et puis, je ne sais pas si vous voulez répondre aux observations de madame Doussou Condé. Allez-y, docteur. Non, c'est sans commentaire. Je dis merci à la grande Condé. Et voilà, je suis content d'avoir pu entendre sa voix. Hein, pour beaucoup qui ont l'habitude de suivre madame Condé, je crois que, bon, comme je ne suis pas ici régulièrement aux États-Unis pour être toujours à l'écoute des talk shows comme Jacques Roger, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu madame Condé. Merci beaucoup de l'honneur que vous me faites en venant pour au moins nous dire bonjour et faire ce commentaire. Maintenant, pour revenir à la question de M. Bangoura. En fait, en politique, tout adversaire est grand. Il ne faut jamais penser que un adversaire est petit. Non, tout adversaire est grand. Et notre combat aujourd'hui, ce n'est pas de voir quelqu'un exclu de la course. Parce que si quelqu'un est exclu de la course, si cela ne se fait pas selon les règles de droit, eh bien, on créera plus de problèmes au pays qu'on en aura résolu. Donc, je ne suis pas personnellement en train de penser que ce que fait le CNRD soit dans l'optique d'écarter des gens parce qu'ils sont anciens ou parce qu'ils sont vieux ou parce qu'ils ont été premiers ministres ou parce qu'ils ont été ministres. Parce que encore aujourd'hui, nous continuons à considérer que même ceux qui sont interpellés par la justice, nous continuons à croire qu'ils sont innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie. Donc, dans la préparation que fait le Bloc libéral, il ne considère pas que parce que le nom de quelqu'un a été cité, à comparaître devant un tribunal ou une cour de justice, que cette personne ne sera plus
un adversaire ou son parti ne sera pas un adversaire. Non. Nous considérons que qui que cet adversaire soit demain, nous le considérons grand parce que nous allons user de tous les moyens, n'est-ce pas, légaux, pour mener le combat et gagner à la chose de façon légale et transparente les élections prochaines. Donc, nous n'avons donc pas la même lecture, en fait. C'est vrai que beaucoup de personnes font la lecture que M. Bangoura fait aujourd'hui à cause du fait que beaucoup d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres sont actuellement devant la grieffe ou autre. On peut bien arriver à une situation où les gens soient acquittés. Et en tout cas, s'ils ne sont pas coupables, le souhait, c'est qu'ils soient acquittés. Je crois que c'est encore sous le CNRD que moi qui vous parle, j'ai été entendu avec tous les membres de mon bureau politique pendant au moins des mois à Conakry. C'était au tribunal de première instance de Kaloum à cause du sitting que nous avions fait en 2019, dénonçant les députés périmés et les invitant à quitter l'hémicycle. Le jugement a été fait et nous avons été acquittés. Et je crois que c'est encore sous le CNRD, n'est-ce pas, que la justice a interpellé celui qui était, je crois, à la caisse de sécurité sociale et qui a été jugé, il a été acquitté. Ce que nous souhaitons, c'est que la justice, n'est-ce pas, réussisse à dire le droit. C'est ce qui sera dans le meilleur intérêt, n'est-ce pas, de la Guinée. C'est ma réponse par rapport à la question de M. Bangoura. D'accord. Merci beaucoup, le docteur. Nous allons prendre pour nos frères donc, du panel. Une minute chacun pour poser vos dernières questions et puis votre mot de fin. Et puis le docteur Faya va répondre et puis boucler. Hein. On avait dépassé 2 heures, nous sommes déjà à 3 heures. Il se fait trop tard. Le docteur Faya n'est plus maintenant jeune comme il était avant. Hein. Vous pouvez rester 5 heures du temps. Hein, voilà. D'accord. Alors, rapidement, les gars, vous avez 1 minute, votre mot de fin, et puis avec la question pour le docteur Faya, et nous allons conclure nos frères donc, du panel. On ouvre avec Alpha Barry. Rapidement, 1 minute, la question concernant le dernier volet, et puis votre mot de fin en même temps. Allez-y. Merci beaucoup, Jacques. Et merci à docteur pour sa brillante explication dans sa robe de politicien. Et docteur, il y a une tendance qui se dégage en Guinée, c'est cette tendance visant à rajeunir la classe politique. Est-ce que vous, à votre niveau, au niveau du modèle du bloc libéral, vous êtes favorable à instituer dans vos textes statutaires et réglementaires le mandat de 10 ans à la tête de votre formation politique? C'est-à-dire quiconque fait 2 ans, qui gagne les élections, qui ne gagne pas, qui quitte. Qui passe la main à une autre personne. Il y a dit 2 ans à la tête de la formation politique ou bien de la Guinée? Non, 10 ans à la tête de la formation politique. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question, mais je ne pense pas que la réponse sera oui. Hein, voilà. Conquérir le pouvoir, c'est un peu différent des choses. Hein. Voilà. Rapidement, il se fait... Alors, 1 minute. Ibra, rapidement, allez-y pour votre question. Ou bien, on va prendre Ousmane Ba, hein, qui a demandé la parole. Ibra. Ousmane, rapidement, votre question. OK, merci beaucoup. On remercie le docteur pour sa disponibilité. Après le débat, on va retenir le docteur, il est le supporter, consultant, contributeur, concepteur de ce qui se passe à Conakry. Je voulais avoir sa réaction sur la sortie du ministre de la Justice à Cancan. S'il a écouté, je voudrais avoir sa réaction par rapport à ses propos. Ma question, le docteur nous explique qu'il y a un travail qui se fait en Guinée. Docteur, est-ce que vous connaissez la qualité de ce travail? Encore une fois, merci d'être là. Merci d'approcher. Merci à tout le monde. Il concernait donc la vision du bloc libéral. Hein. Mais là, je vous revenais encore au premier segment. Voilà. Mais c'était une somme au dernier segment, la vision du bloc libéral. Merci quand même. Je ne sais pas s'il va répondre. Il aura la possibilité de choisir de répondre ou pas. Hein.
Alors, on va prendre encore une autre question d'un frère du panel. Ablaye Barry, ici, il est là. Barry, allez-y. Oui, M. Jacques, je vais juste dire à Dr. Faya de prendre en considération ce que Dame Dessous vient de dire. Ça, quand vous me suivez, ma question allait dans ce sens. C'est de toujours prendre cela en compte lorsque vous serez vous êtes en train de mettre en place votre stratégie. Parce que c'est le même système qui continue, il n'y a pas trop de changement et finalement, on va se retrouver à une situation où ils voudront rester au pouvoir. Deuxièmement, j'ai deux petites questions. Premièrement, est-ce que, docteur, aujourd'hui, vous faites des démarches allant dans le sens pour que les fournitures menguesières, les gens du FNDC, vos collaborateurs d'avant, pour que ceux-ci puissent au moins sortir de la prison? Est-ce que, ou bien aussi, est-ce que vous avez rendu visite au FNDC, société civile, parce que ce sont vos anciens collaborateurs? J'aimerais aussi vous entendre sur le cas de l'imam d'Anfo à Cancan. Parce que c'est un sujet que les politiques ne répondent jamais, n'en parlent jamais. Et moi, cela me préoccupe beaucoup parce que je me dis qu'un politicien qui refuse de répondre à des questions sociales, il ne sera pas un bon président. Aux États-Unis, ce qui a balancé au niveau des démocrates, c'est la question de l'avortement, qui a complètement caché Donald Trump. Mais en Guinée, j'ai constaté que nos politiciens ne répondent jamais à ce genre de questions. Ils fuient ces questions et donc je me demande s'ils sont réellement des gens qui sont préparés à être président. Si c'était Dr. Faya qui était actuellement président de la République, quelle sera l'attitude de Dr. Faya par rapport à cette question? Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Lamine Condé. Lamine Condé, je crois qu'il va être occupé. Nous l'avons perdu un peu. Ibra, est-ce que vous êtes là pour la dernière question? Oui, Jacques, je suis là. Allez-y. Jacques, vu qu'on n'a pas souvent l'occasion d'échanger avec Dr. Faya, j'aimerais plutôt attirer son attention sur un phénomène, à mon avis, qui est assez important. C'est si vous voulez, les catastrophes écologiques qui nous guettent en tant que pays, qui sont induites par l'exploitation minière, Jacques. Parce que l'exploitation minière dans le temps a été concentrée autour de Bokeh. Je voudrais qu'il fasse un peu son porte-fardeau cette question-là, parce qu'on risque de subir dans les prochaines années en République de Guinée un vrai changement climatique dû justement à cette catastrophe écologique qui est en fait due à l'exploitation tout azimut et de manière non coordonnée de la chose minière. En somme, le plaidoyer serait de réduire l'exploitation minière pour en fait ne pas que cela ait des effets sur le potentiel très élevé agricole de la Guinée, en fait, Jacques. Voilà, merci beaucoup, cher ami. Donc, à ceux qui n'ont pas pu poser des questions, ça sera pour une autre fois. Nous sommes vraiment pressés par le temps. Alors, Dr. Faya, allez-y. Bon, moi, ma toute dernière question que je vais poser en même temps, vous allez répondre et puis votre mot de fin, c'est concernant au niveau de la justice suite le procès du 28 septembre. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez vu le docteur, qu'on appelle ça, M. Dadis Camara à la barre, répondre aux questions et ensuite ne même pas reconnaître la présence de M. Marcel au stade du 28 septembre. Est-ce que ce simple fait-là ne contribue pas à enfoncer un peu Dadis Camara? Voilà. Alors, docteur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On a abusé un peu de votre temps, mais puisque on vous apprend régulièrement, le plus souvent qu'on a dit, c'est 15-20 minutes. Donc, veuillez certainement souffrir un peu pour le temps que nous avons pris aujourd'hui. Allez-y, vous répondez à ces 5 questions et puis votre mot de fin. Jacques, merci et je remercie les panélistes, tous ceux qui ont posé des questions. Il y a une question qui était en rapport avec la capacité ou pas du MATD d'organiser les élections prochaines.
pas que le débat est en cours, même le dialogue qui a été organisé récemment est arrivé à la conclusion que le débat vers la mise en place d'un organe de gestion des élections devait se poursuivre. Donc, c'est en cela que la participation de tout le monde, n'est-ce pas, au débat, que chacun vienne dire ce qu'il pense être approprié pour que notre pays change d'image, c'est en cela que cela est extrêmement important. La question concernant les collègues du FNDC, bien entendu, nous faisons les démarches pour leur libération, parce que nous pensons que tous ceux qui sont derrière la barre, que ce soit pour des faits reprochés au FNDC, que ce soit pour les faits reprochés nous, en tant que politique, on ne peut que souhaiter, n'est-ce pas, si c'est pour des questions d'opinion, que ces personnes-là soient libérées. Je crois qu'on aurait été plus efficace si nous n'avions pas fait encore de cette période une période de combat de politiciens où des mouvances se déchirent. Il y a des questions sur lesquelles une position commune pouvait être défendue, même autour de la table, pour éventuellement obtenir gain de cause. Mais malheureusement, la façon dont certains abordent, n'est-ce pas, le problème, ça ne facilite pas. Sinon, nous témoignons notre solidarité, n'est-ce pas, à tous ceux qui actuellement sont dans les difficultés, comme nous le pouvons. La question peut-être la plus intéressante que je peux être amené à répondre, c'est effectivement la menace que nous voyons actuellement. Je n'ai pas que constaté le délabrement des écoles, je n'ai pas que constaté le manque de personnel, surtout dans les profondeurs de la Guinée, dans nos centres de santé, dans nos postes de santé. Je n'ai pas que constaté le manque de routes, etc., etc. J'ai aussi constaté le délabrement de notre environnement. Vous allez à Siguiri, par exemple, où on est en train de tourner la terre pour extraire, n'est-ce pas, l'or. Et qui dit exploitation d'or, n'est-ce pas, dit utilisation de certains corps dangereux. D'abord, partout où on a fait, n'est-ce pas, ces exploitations-là, c'est comme si dans les clauses qui lient, n'est-ce pas, les compagnies qui sont en train d'exploiter et l'État, il n'y a aucune disposition qui a été prévue pour, n'est-ce pas, retravailler le sol. Parce que partout où on a tourné le sol pour sortir l'or, par exemple à Siguiri, vous ne pouvez faire ni l'agriculture, ni l'élevage. Ni l'agriculture, ni l'élevage. Et donc, c'est catastrophique sur le plan environnemental. Vous allez dans les bouquets, les bofas aujourd'hui, vraiment, il faut aller, même s'il n'y a plus d'Ebola ou de Covid, il faut avoir des masques. Parce que les populations qui y vivent courent de réels risques à cause des problèmes environnementaux qui sont béants. Alors que ces gens-là auraient pu vivre aujourd'hui mieux de leur agriculture que de la terre qu'on est en train de creuser, mettre sur le tapis jusque dans le bateau, et puis ça disparaît. La seule chose qui reste, c'est cette poussière que les populations sont en train d'inhaler. La question environnementale, elle est encore plus grave lorsque nous voyons que la mangrove a complètement disparu à cause, n'est-ce pas, de la coupe du bois pour du charbon. Aujourd'hui encore, on peut dire que l'essentiel des foyers guinéens utilisent le charbon du bois pour préparer. Et ce qui fait donc disparaître, n'est-ce pas, la forêt à un rythme très, très, très accéléré. Sans compter que les feux de brousse pendant la saison sèche. Docteur Faya, excusez-moi beaucoup. Dans le même sillage, docteur Faya,
les compagnies chinoises qui sont rabattues sur la Guinée, parce que l'exploitation minière de la bauxite s'est concentrée sur la zone de Bokeh principalement. Aujourd'hui, dans le Bouffin profond vers Chemois, sont devenues toutes des zones minières. Les cours d'eau adjacents là-bas sont toutes exploitées. Mais le pire, docteur, dans la littérature, quand j'ai lu ces derniers temps, 80% de ces compagnies minières chinoises étaient en fait basées en Indonésie. Ils avaient des contrats en bonne et due forme avec l'État indonésien pour l'exploitation de la bauxite en Indonésie. Mais leurs contrats ont été tout simplement interrompus pour ces causes-là. Ils ne respectaient pas les clauses écologiques et l'État indonésien les a mis dehors. Et ce sont ces gens, à 80%, qui ont transité par l'Angola et qui se retrouvent en Guinée. Donc, le débat est de fond. Vous qui côtoyez les autorités, pensez à cette question-là parce qu'elle est essentielle pour la survie de notre agriculture. Bientôt, la Guinée, qui avait des microclimats un peu partout, on n'en aura plus. Il sera extrêmement chaud en Guinée de par ces effets-là, docteur Frère. Non, ça, le problème environnemental, il est entier. Il a beaucoup de ramifications et il faut une véritable politique à la matière en ce qui nous concerne. Chaque fois que nous sommes devant une problématique, on produit, n'est-ce pas, un mémo et puis nous partageons avec tous ceux qui peuvent agir pour que quelque chose s'améliore. Mais la façon dont nous sommes en train de voir les ressources, n'est-ce pas, naturelles de notre pays exploitées, je ne crois pas que la Guinée peut en profiter. Et c'est d'ailleurs le danger qui nous guette, comme vous l'avez dit. Maintenant, la question sur laquelle je n'ai pas voulu faire vraiment de commentaires, c'est le procès du 28 septembre. Le procès du 28 septembre, il faut d'abord saluer le courage des autorités actuelles d'avoir pu réaliser ce procès. Il y a encore beaucoup de choses que nous allons entendre de ce procès. Parce qu'un procès au pénal, on sait comment ça commence, mais personne ne peut prédire réellement comment ça va se terminer. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas citées. Certains sont en train aujourd'hui d'attendre d'être interrogés au même titre que ceux que nous avons déjà entendus. La seule chose que personnellement je souhaite par rapport à ces crimes du 28 septembre, parce que c'est tellement sensible, c'est tellement important que la justice guinéenne soit à la hauteur et qu'elle puisse aller en profondeur pour que la vérité jaillisse. C'est extrêmement important. Donc, tous ceux et toutes celles qui méritent d'être interrogées, qui méritent de venir témoigner pour que la vérité jaillisse, je crois qu'il est extrêmement important. C'est un point de départ. Et je crois que si nous réussissons le pari de faire triompher la vérité par rapport à ce procès du 28 septembre, je crois que les Guinéens deviendront exigeants quant à la nécessité, n'est-ce pas, de ne plus laisser l'impunité encore nous avaler. Pour l'instant, je reste au souhait que la vérité jaillisse dans cette affaire parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, perte de beaucoup de vies et on a vraiment défié beaucoup de valeurs que nous avons, nous Guinéens. Donc c'est pour cette raison il faut aller en profondeur. Il y a encore beaucoup que nous avons à apprendre de ce procès-là. Maintenant, M. Barry, je crois, a posé la question, c'est M. Ba, non? C'est M. Ba qui fait un jugement en disant que les politiques ont peur d'aborder la question Namfo. Écoutez, la question Namfo, le passage du ministre de la Justice, il a dit, et il a été, je crois, de ce point de vue clair, Namfo vit dans un pays laïque. La Guinée est un pays laïque. Dans un pays laïque, il n'y a pas de religion privilégiée. C'est-à-dire qu'on respecte chacun dans sa pratique religieuse.
et de la façon dont il le choisit. Donc, le cas de Namfo, tel que nous sommes en train de voir la situation évoluer, nous sommes en train de constater une certaine persécution. Et il dit que il veut prier et dans sa langue. Et il y a des fidèles qui comprennent, n'est-ce pas, ces enseignements, ces prêches. Du moment qu'il peut le faire, n'est-ce pas, strictement dans la pratique de sa religion, sans que cela n'empiète à la liberté de quelqu'un d'autre, sans que cela n'empêche à un autre de pratiquer lui aussi sa religion, je crois qu'on ne devait pas vivre la situation que nous avons aujourd'hui. On le prend, on le met en prison, etc., etc. Parce que si aujourd'hui, on peut nous convaincre qu'il y a une manière de prier dans l'islam et qu'on accepte tous que cette manière est la seule qui soit acceptable, eh bien, un jour, on peut bien courir le risque qu'on dise il n'y aura plus de religion que telle. Là, on sortirait complètement de la laïcité qui est chère, n'est-ce pas, à notre République, parce que c'est un principe constitutionnel de notre pays. Voilà ce que je pourrais dire par rapport aux différentes questions qui m'ont été posées. Et je dis merci encore une fois à Jacques et à tous ceux qui se sont donné la peine de m'écouter. Et je continue à espérer qu'ensemble, vous qui êtes à l'extérieur, nous qui sommes à l'intérieur du pays, où que l'on soit, que chacun de nous se mette, n'est-ce pas, à la disposition de la République pour que cette période transitoire réussisse pour le bonheur de l'ensemble des Guinéens. Et c'est en étant tous là, en acceptant tous de nous impliquer que nous allons empêcher des abus. Que nous allons empêcher des abus. Alors, nous, c'est ce que nous avons choisi de faire. Et le plus souvent, les gens sont en train de, parfois, ils ont commencé à nous accuser il y a longtemps, mais ils ne comptent pas encore de membres du bloc libéral, ni dans le gouvernement, ni dans l'administration qu'on est en train de mettre en place, alors que nous avons aujourd'hui beaucoup de partis politiques dont les membres sont en train de nous attaquer, qui ont des ministres, en tout cas qui hier ont milité dans ces partis, et qui ont beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'administration centrale qui ont été nommées par décret. Donc ce n'est que simplement de la propagande que les gens sont en train de faire, mais la vérité, elle est ailleurs, et je crois que le Guinéen sera suffisamment lucide pour comprendre qui est du côté de la vérité et qui est en train de se battre véritablement pour le bonheur de l'ensemble des Guinéens. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Faya Milimono, et surtout, portez-vous bien. Voilà, alors, pour nos amis qui sont en ligne, peut-être qu'on peut prendre au moins 30 minutes pour faire